Huitième chapitre. Le duel. Je revins le lendemain rue Saint-Bernard, bien résolu à questionner Josie, la concierge, sur les événements qui avaient suivi mon départ. Énigmatique Jo, ancienne danseuse de cabaret qu'une mauvaise chute avait contrainte d'abandonner la scène pour d'autres pas, qu'elle répétait inlassablement tous les matins, dans les escaliers. Avec moi, elle en riait, infatigable optimiste. Elle avait atteint l'âge de la retraite et s'était vue remplacée par une société de nettoyage. À ma vue, elle enroulait ses cuisses autour du manche de son balai, qui brillait alors de l'éclat des longues barres à striptease, des boîtes qui avaient fait les beaux jours de Pigalle. Je comprenais alors qu'elle avait envie de me parler, et la rejoignait dans la petite pièce lui servant maintenant de demeure. Elle avait négocié, moyennant un loyer modique à la copropriété, de pouvoir garder l'usage de la loge. Je les connais depuis si longtemps, qu'ils ne peuvent rien me refuser, m'avait-elle expliqué, une lueur amusée dans le regard, lorsqu'à l'époque je caressais le secret espoir de pouvoir commercialiser ce petit volume. D'autorité, elle s'était octroyée la prérogative de poursuivre l'entretien de la cour. Elle y poussait consciencieusement tout au long de la journée son balai, les yeux s'attardant sur toutes les fenêtres des étages. Elle jouissait désormais tout à loisir de ce poste stratégique, sans aucune malveillance, mais avec la disponibilité d'une retraitée. Aux personnes qui lui reprochaient de se tenir un peu trop souvent sur le pas de sa porte, elle répondait avec malice devoir prendre l'air pour échapper à l'exiguïté de son logis. C'est l'amour des bégonias qui nous avait rapprochés. Elle en avait une véritable collection, dont les pots avaient fini par coloniser la cour tout entière, aux grandes dames de quelques propriétaires qui ne parvenaient à s'habituer à la présence au temps froid de cette armée de nains coiffés de petits bonnets en plastique censés les protéger du gel. Je dois confesser être à l'origine de la prolongation au beau jour de l'emballement cristolien de la cour. Je l'avais en effet initié au printemps dernier à la pratique de la bouture dite à l'étouffée, apprise dans mon enfance, nécessitant pour faciliter sa reprise de recouvrir le jeune plant d'un petit sac plastique. Je n'oublierai jamais le regard médusé de la vieille magistrate, habitant l'un des lofts en rez-de-cour, nous découvrant exaspérés, affairés autour d'un petit réchaud à gaz. On avait su me mettre en garde, quelques mois plus tôt, avant que je me déplace pour l'estimation de son loft, contre le caractère acariâtre et les addictions présumées de cette femme de loi, celle que tous ses voisins surnommaient la tégénère. Sur zone alors la présence d'innombrables alcools fabrication maison dont les bouteilles laissaient deviner des restes fantomatiques de macération avait éveillé ma curiosité. Mais le refus de partager avec elle un breuvage dont elle m'avait vanté les vertus revigorantes m'avait valu par la suite de sa part une solide inimitié. La tégénère de surcroît ne partageait pas mes enthousiasmes botaniques. La vision de cette flamme désinfectant la lame du couteau nous servant à prélever les tiges latérales sélectionnées sur le plan mer avait allumé ce jour-là dans son regard des lueurs meurtrières. Elle balaya de sa canne l'espace de la cour d'un large mouvement dont elle était coutumière dans les prétoires. « Vous allez me faire disparaître tous ces... Il faut que ça cesse, vous comprenez ?» À défaut de la comprendre, la concierge l'avait bien entendu. Je me réjouis à cet instant de ne pas lui avoir laissé le soin de tenir la lame, car maintenant elle avançait vers la femme de loi. Elle l'avait acculée dans un coin de la cour, le plus sombre, le plus criminogène, en fait le seul encore libre de peau en fleurs. Malheur à qui touche à mes petits. L'autre la maintenait à distance en lui enfonçant entre les côtes sa canne, fort belle au demeurant,
avec ses incrustations de nacre, affinant le corps du bois, en hurlant « Arrière, la Bignole !»« La Bignole ! Elle m'a appelé la Bignole !» Leurs deux corps, ployant de part et d'autre de la canne, étaient immobiles, figés dans l'attente que des années de haine tenace trouvassent leur épilogue aujourd'hui, devant moi, assez satisfait de voir enfin la tégénaire devoir ravaler sa morgue. Depuis des années, les deux femmes se vouaient une haine farouche. La gardienne, il est vrai, alimentait les commérages, en soutenant que son ennemi juré claudiquait à sa convenance. À l'écouter, cette légère infirmité ne l'empêchait pas d'emprunter allègrement en galante compagnie le petit escalier en colimaçon menant à la chambre de l'étage, et plus souvent qu'à son tour. Cette expression faisait immanquablement sourire son auditoire. Les mauvaises langues du quartier glossaient également depuis longtemps sur la vie libertine de Jo, qui allumait régulièrement ses contrefeux, espérant qu'avec le temps et le renouvellement de la population du quartier, on oublierait son passé sulfureux. Il était de notoriété publique que la Batifole, comme continuaient à l'appeler les anciens du faubourg, allait depuis son accident plus souvent au Persil qu'à la messe. Ainsi allait la petite vie du faubourg. La nuit venue, les grandes baies des ateliers se faisaient théâtre d'ombre et de lumière, pour la plus grande joie des occupants des étages supérieurs, dont les petites fenêtres étaient habiles à dissimuler leurs observateurs, aussi envieux que curieux. Depuis les années 80 et la construction de l'Opéra Bastille, la population avait changé. La révolution avait commencé par le bas, et l'investissement des anciens ateliers par une population branchée, annexant les cours en petites terrasses privatives, provoquant la rancœur des occupants, souvent plus modestes, des étages supérieurs. Dans la cour, maintenant le dénouement était proche. Étaient-ce les fioritures qui en altéraient la solidité ? Il devenait évident que la canne donnait des signes de faiblesse et commençait à plier dangereusement, ne demandant qu'à se rompre. Le couteau posé à une distance respectable, je m'interposai. On entendit un affreux craquement, et le pommeau de la canne, soudain libre de toute attache, vint frapper ma tête dans un bruit tout aussi inquiétant, alors qu'un voile chaud troublait ma vue. À mon réveil, une dizaine de mains s'activaient, brandissant des compresses imbibées de liquide aseptique aux couleurs improbables. La tête enrubannée, assis sur le pavé, je m'intégrai alors parfaitement dans le petit hôpital de campagne. La tégénaire se réfugia au fond de la cour dans son antre, qu'elle ne quitta, pour ainsi dire, plus. Ce matin-là, je savais donc avoir le champ libre. Le gémissement des gonds de la lourde porte de métal s'ouvrant sur la cour poussa Jo à son carreau. Elle ne sortit pas, me faisant signe d'entrer d'un petit geste de la main. Elle avait la mine défaite, bouleversée au point de ne me gratifier des 2 baisers qu'elle appliquait d'ordinaire sur mes joues. « C'est le petit couple du rez-de-chaussée. Lui s'en est allé hier soir, je l'ai croisé en revenant de chez ma sœur. Il m'a dit qu'il partait en voyage, mais elle l'a mis dehors, j'en suis certaine. Elle va m'entendre, il était si gentil. Mais pourquoi justement le jour où je n'étais pas là ?» Jo agrippait maintenant mon bras, visiblement ému. J'avais bien remarqué que depuis la rentrée de septembre, ce n'était plus pareil. C'est toujours la même chose. Les couples se déchirent pendant les grandes vacances, tentent de tenir jusqu'à la Noël pour les enfants et se séparent en début d'année. Jo, qui décidément ne m'avait pas livré tous ses secrets, s'était levé pour ouvrir la porte aux Zeppelins qui, avec une belle indifférence, mit le cap sur une assiette nominative, remplie d'une pâtée rosâtre, disposée à son intention. Ici, il répondait au doux nom de Black Pearl. Les mois qui suivirent,
La bête navigua entre les fronts de cette guerre de tranchées qui s'était durablement installée dans la cour. Nullement chargé d'une quelconque ambassade, il continua, observant une neutralité gourmande, à traverser les lignes.